12h30, 100% placement. Et 100% consacré à ce dossier grec, cette émission intégrale placement jusqu'à 12h30 avec Nicolas Dos qui vient de nous rejoindre en plateau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Thibaut François depuis Fastea Capital au téléphone, son regard de gérant. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, on a donc un CAC 40 Nicolas qui gagne 1,9%, un accord unanime de la zone euro pour négocier un troisième plan d'aide, 17 heures de négociation quand même. On évite un Grexit finalement, il faut s'en réjouir, l'Europe a sauvé les meubles, c'est ça la principale information? La principale information, c'est qu'on évite le saut dans l'inconnu avec le Grexit. La principale information, c'est qu'on a une vraie mise sous tutelle de la Grèce qui se dessine. Et la troisième principale information, c'est qu'Alexis Tsipras a muté en quelques jours de révolutionnaire d'extrême gauche à leader politique libéral. Bon, alors on va revenir sur chacun de ces points. Déjà, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'on a cet accord? C'est quoi les prochaines échéances? Réunion Eurogroupe BCE aujourd'hui, premier point. Deuxième point, très probablement une solution technique hyper rapide pour garder les banques en vie, assurer la réouverture des banques le plus rapidement possible, sans doute en conservant un contrôle des capitaux, probablement sur plusieurs mois. Mais il y a effectivement 10,9 milliards en réserve concernant les banques grecques au Fonds européen au FESF, au Fonds européen de stabilité financière. Ouais. Ensuite, permettre à la Grèce de payer ses échéances à la BCE le 20 juillet, les 3,5 milliards d'euros, et surtout qu'elles sont en mesure de payer ses fonctionnaires et ses retraités, et notamment ses militaires. La Grèce, si elle ne paye pas ses militaires, on sait que c'est un pays fragile sur ce terrain-là et que ça peut mal se passer. Troisième étape, un vote du Parlement grec mercredi, à la fois sur ce qu'on nous présente comme l'accord unanime, mais on a globalement les principaux éléments, je vais y revenir dans un instant, et puis sur 4 réformes qui vont être la TVA, qui vont être les retraites, qui vont être qu'est-ce qu'il y a dans les 4 autres réformes? Il y en a 2 qui m'échappent. Le fait de remettre la question de l'indépendance de l'Office des statistiques de l'INSEE grec de manière avérée et inscrite dans les textes, et aussi de s'attaquer à la réforme du code de procédure civile. Ouais. Ensuite, grosse concession de la Grèce. Est-ce que les Grecs sont humiliés ou est-ce qu'ils ont réussi à obtenir aussi un peu de souplesse de la part des Européens? Je termine déjà sur le calendrier immédiat de ce qui va se passer. Ensuite, des parlements européens vont se prononcer, notamment le Bundestag. Ça va être véritablement le grand test politique de ce que nous vivons. Et puis, enfin, une négociation va s'ouvrir sur la mise en place de ce fameux troisième plan d'aide avec un volet austérité, TVA, taxes sur les entreprises, baisse des dépenses militaires, coupe dans les retraites. Le volet dette avec des maturités qui vont être allongées et des taux probablement baissés. C'est globalement ce que François Hollande, sous le jeu des questions-réponses avec les journalistes, a laissé entendre. Il y aura le volet croissance, ce sont les fameux 35 milliards d'euros du plan Juncker dont pourrait bénéficier la Grèce. Et puis la nouveauté, c'est quand même le volet garantie. Cette fois-ci, les Européens veulent des garanties. Il y a donc cet engagement de voter 4 réformes dès mercredi, donc après-demain, au Parlement grec. La question de l'indépendance de l'Office des statistiques parmi les garanties, et puis la question des privatisations, avec ce fameux fonds qui sera localisé à Athènes et pas à Luxembourg, mais qui devrait bien faire 50 milliards d'euros. Donc il n'y a pas d'abandon de souveraineté. Certains disaient « Oh, l'Europe demande à la Grèce d'abandonner sa souveraineté en échange des aides ». Là, on a une concession des Européens et non, il n'y a pas d'abandon de souveraineté. Bien sûr qu'il y a de l'abandon de souveraineté, puisque automatiquement, ce fonds de privatisation, c'est quand même les Européens qui auront la main dessus, même s'il était à Athènes. D'ailleurs, dans ce fonds de privatisation, François Hollande lui-même nous a expliqué que sur les 50 milliards, 25 milliards devraient correspondre aux aides déjà accordées aux banques, qui visiblement vont être transformées en fonds propres. Et donc, il y a une forme de mise sous tutelle des banques grecques au niveau européen. Et puis, il est clair qu'aujourd'hui, si vous voulez, si on met sous séquestre des actifs publics grecs, c'est une façon pour les Européens d'avoir une forme d'hypothèque et une police d'assurance sur sur leurs créances futures. Après, il y a un dernier aspect dans les garanties qui est la possibilité donnée aux Européens d'avoir un droit de regard sur certains textes de loi qui seraient votés au Parlement grec. Il est évident qu'il y a des entorses de souveraineté, des abandons de souveraineté. Mais si vous voulez, on était arrivé à un moment où il n'y avait plus d'autres solutions. Donc, concession grecque importante, hein, ça c'est indéniable. Est-ce que les Grecs ont obtenu satisfaction sur le rééchelonnement des dettes pour le coup? Est-ce qu'on s'oriente vers quelque chose de clair ou de ferme là-dessus? On n'a pas eu le détail sur le rééchelonnement de la dette, mais visiblement, François Hollande avait l'air de nous expliquer ce que tout le monde anticipait, c'est-à-dire qu'il y aurait effectivement un étalement dans le temps. C'est-à-dire qu'on est sur des maturités d'environ 30 ans, peut-être ça va être sur des maturités de 40-45 ans. On est sur un taux qui est entre à peu près 2% pour le taux grec aujourd'hui, qui est l'un des moins élevés. On va probablement baisser encore ce taux. Oui, on va faire rouler la dette, c'est absolument certain, de manière déjà à ce que monsieur Alexis Tsipras ait quand même une petite bille un peu positive pour rentrer à Athènes, parce que si vous voulez, là, il arrive quand même dans son pays en ayant capitulé, c'est la reddition totale, véritablement, mais il n'y avait pas d'autre solution s'il voulait continuer à bénéficier des aides européennes, et notamment des aides d'urgence. Ouais, les aides, 80 milliards d'euros, hein, voilà le plan de financement nouveau en 30 ans, voilà, exactement, en 3 ans. Il s'agit d'un troisième plan d'aide, avant un quatrième qui viendra ensuite et un cinquième encore après? C'est toute la question. Est-ce
est-ce qu'on est effectivement en train de jouer à Same Player Shoot Again? Est-ce qu'on est en train de gagner du temps? Ou est-ce que là, on a des éléments qui peuvent nous permettre d'imaginer qu'à côté de cette assistance respiratoire, on est en mesure de construire une économie qui un jour pourra retrouver une forme d'indépendance et d'autonomie pour pouvoir se financer elle-même avec une fameuse dette soutenable. Toute la question, c'est la croissance. Il n'y a pas de croissance, la dette n'est pas soutenable. Le président de la République française l'a dit, il a parfaitement raison. Et là, la clé, ce sera la reprise des investissements. Alors 35 milliards d'euros d'investissement Juncker, c'est bien, mais après, c'est vrai, quand on regarde l'état réel de l'économie grecque aujourd'hui, les capacités de rebond propres à l'économie grecque sont pas extraordinaires. C'est un pays qui a beaucoup de tourisme, un pays qui a de l'immobilier et un pays qui a une fonction publique pléthorique. Mais il n'y a pas d'industrie et il n'y a plus de dynamique entrepreneuriale puisque pas mal de jeunes sont aujourd'hui partis. Donc si on n'a pas un état de droit véritablement efficace, si on n'a pas une administration propre au sens de non corrompue et compétente au sens d'être en capacité d'aller lever des impôts qu'on augmente, c'est bien de les augmenter les impôts, encore faut-il pouvoir les lever, et si on n'a pas une économie productive, les perspectives de recréer de l'activité pour qu'un jour la Grèce puisse s'en sortir et à nouveau se financer toute seule sur les marchés comme n'importe quel pays normal. Oui, la question est de savoir si on va faire de la Grèce un pays normal ou si on a fait qu'acheter du temps. J'ai pas envie de prendre aujourd'hui des paris parce que le climat des heures que nous vivons n'est pas à dire non, ça ne marchera pas, oui, ça va fonctionner. Mais l'histoire récente nous prouve que ça va être très difficile. Il reste des interrogations et elles se reflètent aussi sur les marchés, les interrogations. On va en parler avec Thibaut François depuis Fastea. Thibaut, c'est vrai qu'on a un CAC 40 qui progresse après cet accord, mais manifestement, il y a encore une part de doute. Il n'y a pas d'euphorie, on gagne 1,8%, mais on est encore sous les 5000 points, 4992. Est-ce que c'est un signe pour vous ? Non, pour l'instant, c'est vrai que le marché a plutôt bien réagi, on va dire, depuis 3 jours. On s'attendait quand même à un accord. Bon, c'est vrai qu'il intervient dans les toutes dernières minutes avant l'ouverture des marchés financiers. Le marché plutôt, on va dire, plutôt apprécie cet accord. Alors, d'un point de vue économique, on va dire que cet accord ne change pas grand-chose. C'est vrai que l'économie grecque n'est pas forcément prépondérant dans l'économie européenne. Par contre, c'est vrai qu'on note quand même une cohésion globale de l'ensemble des pays européens, ce qui est plutôt rassurant pour les marchés financiers. On va dire que la confiance revient tranquillement sur les marchés financiers et sur l'Europe en particulier. La prime de risque baisse sur la partie action, donc on a une partie action qui se comporte plutôt bien. On s'est aperçu effectivement juste sur les doutes, c'est surtout sur la partie euro-dollar. La partie euro-dollar a très bien réagi, on va dire sur l'annonce. Et c'est vrai que depuis quelques minutes, on rebaisse assez fortement sur l'euro-dollar. Donc on va dire que le marché a encore quelques doutes, mais c'est vrai que la prime de risque va baisser dans les prochains jours. On a une petite baisse des obligations, des taux obligataires d'Europe du Sud, 10 ans espagnol et 10 ans italien à 2,1%. Vous le disiez, un euro qui a progressé sur le coup de l'annonce et puis qui depuis fait un peu pchit. Est-ce que vous vous dites, vous en tant que gérant qui avez besoin de croissance pour voir aussi les valorisations progresser en bourse, est-ce que vous vous dites que cet accord avec la Grèce, ce Grexit désormais écarté, ça ouvre de nouvelles perspectives pour la poursuite de la croissance européenne, cette reprise qu'on vit depuis le début de l'année et qui semblait commencer à souffrir un petit peu, en tout cas au niveau de la confiance des chefs d'entreprise depuis quelques semaines? Oui, c'est juste un problème de confiance. Je ne pense pas que ça va améliorer significativement la croissance au niveau de l'Europe, mais c'est vrai que la confiance va être nettement améliorée, donc ça c'est plutôt intéressant. La croissance est de retour en Europe, ça c'est un fait. La zone européenne est plutôt une zone attractive pour l'ensemble des investisseurs, notamment étrangers, notamment américains, donc ça c'est plutôt engageant, on va dire, pour la zone européenne. Donc effectivement qu'il y a un accord, donc ça c'est plutôt bien pour la confiance, mais c'est vrai que la croissance est plutôt bien partie et on a plutôt tendance encore à privilégier cette zone européenne au niveau des actions, en tout cas. Ça signifie que voilà, le CAC 40 qui bute un peu sur les 5000 aujourd'hui, même si on les a touchés tout à l'heure, vous estimez que le potentiel maintenant il est à nouveau plus important, le potentiel de hausse maintenant qu'on a cet accord, il pourrait nous emmener jusqu'où sur le CAC et sur les marchés européens d'après vous? Disons qu'on a déjà repris 400 points depuis 3 jours, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est quand même un joli signal de la part des investisseurs. Maintenant, pour aller revoir plus haut, il va falloir qu'on ait une confirmation que les entreprises européennes vont bien. Donc là on rentre dans les phases de publication, de nombreuses publications dès cette semaine, à partir de mercredi, jeudi. Donc on va avoir confirmation, je pense, de la bonne tenue de la croissance européenne. Les actions européennes, normalement, se tiennent bien. On a vu un bon premier trimestre sur les publications. On attend maintenant un deuxième trimestre toujours en hausse sur les actions européennes. Et c'est vrai que cette tendance à s'améliorer sur les comptes de résultats et sur la croissance européenne devrait emmener le CAC au moins sur les plus hauts qu'on a vus sur le mois de mars-avril. Ouais, quasiment 5300 points, donc quasiment votre objectif sur le CAC 40.
Thibaut François nous disait à l'instant, Nicolas Dos, que voilà, cet accord avec la Grèce pouvait ramener la confiance dans la zone euro. Est-ce que quelque part, d'ailleurs, la zone euro ne sort pas renforcée de l'existence de cet accord? Finalement, malgré sa première grande crise, eh bien, la zone euro aura réussi à rester intègre et à ne pas se séparer de la Grèce. On a beaucoup douté de l'intégrité de la zone euro, enfin de l'intégrité non, mais de la cohérence politique de la zone euro, notamment au travers du couple franco-allemand. Il y a globalement deux visions du truc. Soit effectivement on était dans un mécanisme de négociation où on part de l'impossible pour essayer d'arriver au plus petit dénominateur commun et finalement chacun a joué son rôle comme il devait le jouer. Le bad cop côté allemand, le good cop côté français. Vous allez voir ce que vous allez voir. Ça a donné le sentiment d'une déchirure, d'une cassure du couple franco-allemand. Puis François Hollande nous dit finalement non, c'est la victoire de l'Europe. Il a d'ailleurs eu raison de prendre cette posture-là. C'est la victoire de l'Europe. Donc on a, si vous voulez, réussi aujourd'hui à donner l'image effectivement d'une Europe qui avait trouvé un accord à l'unanimité, car il fallait l'unanimité, autour d'un projet qui donne le sentiment d'offrir plus de garanties et des perspectives de croissance. L'habillage est joli. L'habillage est joli, mais ça ne règle pas la principale question de fond, qui est que nous devons continuer aujourd'hui à faire vivre des pays avec le Deutsche Mark qui n'ont pas des économies capables de vivre avec cette monnaie. Et le problème, c'est là où la question de la croissance en Grèce va être posée, c'est que la Grèce peut-elle fonctionner avec la Banque Centrale Européenne comme banque centrale et avec la monnaie allemande comme devise, puisque c'est véritablement toujours la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et à côté de ça, c'est vrai que aller dans l'inconnu, se lancer dans ce fameux Grexit qui aurait surtout été un Grexident, parce que l'histoire du Grexit ordonné, ça me fait doucement rigoler, ça nous mettait devant pas vraiment un problème économique, parce que les enjeux, même si les sommes finalement données à la Grèce, si vous les remettez au niveau des PIB de grands pays, sont des sommes importantes, les sommes nominales sont tout à fait supportables, mais un Grexit aurait mis véritablement en péril les deux socles absolus, les deux fondamentaux aujourd'hui qui font que l'euro a résisté à la crise que nous avons traversée. Le premier est un socle purement politique. C'est cette phrase un jour prononcée par le Conseil européen qui lui dit l'euro est irréversible. Yves Thibault de Silguy, en sortant, disait l'euro est une autoroute sans sortie. C'est Hotel California. C'est un peu contre nature. C'est vrai que quand une autoroute sans sortie, généralement on la prend pas, mais maintenant qu'on est dessus, on est dessus. Et la deuxième formule étant celle de Mario Draghi, le whatever it takes, je ferai tout ce qu'il faudra pour sauver l'euro. À ce moment-là, si un pays sortait de la zone euro, il était obligé d'envoyer un nouveau signal, soit un signal avec des mots, soit un signal avec des actes, pour montrer jusqu'où il était capable d'aller. Donc on remettait en cause finalement la toute-puissance de la Banque Centrale Européenne et sa capacité à tenir le système contre vents et marées, et même contre des tsunamis, même des tsunamis grecs, et on mettait en péril le contrat de confiance politique que l'ensemble du Conseil européen a envoyé au reste du monde sur l'idée que n'importe quelle dette, n'importe quelle obligation que vous détenez en euros est inaliénable. L'inaliénabilité de la monnaie et la capacité en dernier ressort du banquier central à répondre à tous les problèmes et toutes les tensions étaient effectivement très fragilisés s'il y avait le Grexit. C'est la moins des mauvaises solutions. La reprise de la croissance, c'est le temps qui nous le dira. En tout cas, la grande inconnue serait été... là, on serait en plein dedans. Ça ferait près de 2 heures qu'on serait en train de se demander où est-ce qu'on va. Est-ce que, finalement, fondamentalement, les Allemands n'ont pas pris la posture bad cop dans une volonté... d'aller au clash, peut-être pour eux-mêmes, finalement, être en capacité à quitter la zone euro. Parce que moi, ma conviction, c'est que si la crise grecque avait pu conduire finalement à une remise en cause de l'euro, quitte à leur donner la possibilité eux-mêmes d'en sortir, même s'ils ne le diront jamais politiquement, car c'est absolument impossible. Ça aurait pu être une occasion. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont au fond du cœur. Bon, en tout cas, les Allemands, ils ont décidé le maintien de la Grèce dans la zone euro, finalement, en échange de grosses concessions. On rappelle le Parlement grec qui doit voter des mesures très fortes d'ici mercredi. On a TVA, retraite, l'INSEE grec, et puis effectivement la question du code de procédure civile. Et le fonds de garantie aussi, 50 milliards d'euros, fonds de garantie d'actifs grecs pour éviter que les Grecs ne trahissent leurs promesses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier grec. On poursuit bien sûr cette spéciale jusqu'à 12h30 sur BFM Business au cœur d'Intégral Placement alors que le CAC 40 gagne toujours du terrain, plus 1,9%. Merci Nicolas et à tout à l'heure.